Bastien Fontaine, vous êtes docteur en sciences politiques et sociales, maître de conférences à l'Université de Liège, et quant à vous, vous avez plutôt souhaité partir du point de vue qui constate l'invisibilité des personnes en situation de handicap dans l'espace public, ce qui, à première vue en tout cas, ne rend pas facile le pari évoqué par Alain, d'expliquer aux aides familiales, aux gardiens de musée et aux conducteurs de bus en quoi l'accompagnement peut être partagé par eux, et notamment dans une logique d'inclusion. Alors voilà, quelle est votre analyse de tout cela? Nous permettons. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, dans cette thématique sur le flou, je vais essayer de parler à quelques minutes de quelqu'un qui ne doit absolument pas être invisible dans le flou, c'est la personne, surtout dans une dynamique inclusive. Or, on remarque que dans pas mal de situations, la personne en situation de handicap est invisible ou invisibilisée. Et alors, je me présente en 2 secondes pour expliquer pourquoi je parle de ça. En fait, moi, je suis un sociologue quantitativiste, donc je fais des enquêtes d'opinion, je fais des enquêtes sur le grand nombre, et je me suis rendu compte que les personnes en situation de handicap n'étaient généralement pas incluses dans ces grandes enquêtes. Et c'est à partir de cette question de départ que s'est menée ma réflexion sur l'invisibilité des personnes en situation de handicap dans l'opinion publique. Donc, vous allez voir que dans les exemples que je donne, c'est souvent lié à l'enquête d'opinion, et c'est aussi souvent lié au monde de la surdité et aux personnes sourdes, parce que c'est avec ces personnes que j'ai le plus travaillé, mais la plupart de mes exemples sont transposables, vous le verrez sans doute. Donc je vais vous parler, j'avais prévu de vous parler plus longtemps, donc je vais vous parler de quelques petits trucs intéressants. Je vais essayer d'éliminer tout ce qui n'était pas intéressant dans ce que je voulais vous dire. Donc je vais vous parler d'invisibilité, d'invisibilisation et d'inclusion. Et je vais commencer tout de suite par un exemple que je connais bien. C'est l'invisibilité des personnes en situation de handicap dans les sondages d'opinion. En fait, on se rend compte que dans la collecte de l'opinion pour les enquêtes, les personnes en situation de handicap ne sont jamais interrogées. Alors, pour plusieurs raisons. Soit parce qu'elles vivent en institution et que leur adresse n'est pas joignable, soit parce qu'elles sont physiquement incapables de participer à l'enquête, ce qui est un concept assez vague et fallacieux, on va voir pourquoi ensuite. Par exemple, pour les personnes sourdes, elles sont incapables de répondre à une enquête au téléphone. Les personnes sourdes sont incapables de répondre à une enquête en face à face. Sur le web, ça peut être envisagé par contre. Pour les personnes aveugles, elles ne peuvent pas remplir un questionnaire dans un magazine, elles ne peuvent pas répondre à un questionnaire sur le web. Il y a toute une série de raisons techniques qui font que les personnes en situation de handicap ne sont pas incluses dans ces enquêtes. Elles peuvent être aussi mentalement incapables de participer à cette enquête. Alors, ça a plusieurs types de conséquences. La première conséquence, et c'est par celle-là que moi je suis un petit peu rentré dans cette thématique, c'est que les résultats obtenus dans ces enquêtes sont faussés. Prenons un exemple sur lequel j'ai travaillé. Si on élabore une technique d'enquête pour savoir si les gens sont heureux ou sont contents de la manière dont se passent les élections et de la manière dont le dispositif électoral est mis en place. Et que les personnes en situation de handicap ne sont pas conviées à cette enquête, à cette grande concertation, parce que techniquement, c'est compliqué d'avoir leur opinion. Bien, il y a un problème, il y a ce qu'on appelle un biais important, parce que ce qui fait en sorte qu'on ne participe pas facilement aux élections, qu'on ne puisse pas facilement participer à l'exercice électoral, c'est la même chose qui fait qu'on ne peut pas participer non plus à l'enquête d'opinion. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ça veut dire que ceux qui sont potentiellement peu satisfaits du mécanisme électoral sont aussi peu satisfaits du mécanisme de prise d'opinion. C'est un biais important qui crée un cercle vicieux, parce que même si l'objectif initial de faire une enquête d'opinion sur les élections était
dans le but d'améliorer le processus. Si les gens qui ont vraiment besoin qu'on améliore le processus ne sont pas capables d'influencer l'enquête, on est dans un cercle vicieux. Donc ça, l'invisibilité à ce niveau, d'un point de vue scientifique dans ce cas-ci, est déjà un gros biais. Il y a d'autres enjeux qui ne sont pas d'un point de vue purement quantitatif ou purement statistique ou purement scientifique. Il y a un enjeu simplement de justice. Dans l'exemple que je viens de vous donner précédemment, il a été question de justesse. Donc les indicateurs utilisés dans ces enquêtes ne sont pas justes d'un point de vue de justesse, puisque une partie de la population n'y a pas participé. Cependant, l'invisibilité des personnes en situation de handicap, c'est aussi une question de justice. Alors moi, je viens de l'Université de Liège, donc à Liège, à la limite, on peut dire, quand on dit justesse, c'est la même chose. Justesse et justice, mais en l'occurrence, ça renvoie à deux concepts différents. Oui, désolé, ça doit être très dur à interpréter ce que je viens de faire. Mais d'un point de vue, que ce soit d'un point de vue d'égalité des chances, d'un point de vue de discrimination ou d'approche par les capacités, qui est une autre manière philosophique d'approcher les leviers d'action qu'ont les personnes en situation de handicap, eh bien, il y a une véritable discrimination. Mais en fait, si on observe un petit peu ce slide que je vous ai montré là, en disant les personnes en situation de handicap ne peuvent pas participer à l'enquête et ne peuvent pas participer aux élections, en fait, c'est voir le problème d'une manière un petit peu injuste, un petit peu hypocrite. Le fait est que ce n'est pas les personnes en situation de handicap qui ne savent pas participer aux enquêtes ou ne savent pas participer aux élections. C'est les enquêteurs qui ne sont pas munis des bons outils pour aller faire les enquêtes auprès des personnes, et le système électoral qui n'est pas suffisamment au point et adapté pour répondre à ces situations spécifiques. Ce qui me permet de faire une transition vers ce terme que je ne suis pas vraiment sûr qu'il existe, ou en tout cas qu'il est souvent utilisé, d'invisibilisation, c'est-à-dire qu'on peut envisager l'invisibilité des personnes en situation de handicap, non pas comme quelque chose d'intrinsèque à la personne, mais comme un processus qui vient de son entourage, qui n'est pas adapté. C'est ce qui me permet de vous présenter très, très brièvement les deux modèles du handicap. L'approche classique, ancienne, qui est l'approche centrée sur l'individu, est une approche individuelle. Et dans cette approche, le handicap est défini comme une déviation observable par rapport à la norme. Et l'accent est mis sur l'adaptation de l'individu lui-même. Dans cette approche-là, l'individu est un handicapé ou est handicapé. Dans cette approche-là, le handicap rend invisible. Dans cette approche-là, l'invisibilité, elle est vraiment intrinsèque, elle fait partie de l'individu. Mais il y a une autre approche, l'approche ou le modèle dit social, qui fait lui la part belle à l'interaction qu'il y a entre la société et l'individu lui-même. Et dans cette approche-là, on dirait que c'est la société qui invisibilise une personne, c'est la société qui est handicapante pour une personne, ou qui, au contraire, peut être facilitante. Et dans ce cas-là, le handicap ou l'invisibilité, elle est extrinsèque, elle ne vient pas de la personne nécessairement elle-même. Alors, pour prendre un exemple de cette incapacité qui vient de la société, qui vient de l'entourage, il y a une notion qui est assez géniale à étudier. C'est la notion d'outsider, développée par Becker en premier et puis reprise par Higgins dans le cas du handicap, et qui, rapidement, catégorise les personnes en situation de handicap dans ce qu'on appelle les outsiders, ce qui signifie qu'ils sont caractérisés par les classes et par le groupe majoritaire comme différentes, anormales ou déviantes. Alors d'un point de vue complètement simplement descriptif, ces trois termes, différents, anormal, déviant, ne sont pas ni positivement ni négativement connotés normalement. Mais la dimension handicapante du handicap, ça vient du fait que ces trois termes, différents, anormal et déviant, sont souvent
associé à quelque chose qui est non pas à côté du normal, mais en dessous du normal. Et ça crée des situations de handicap, ou des situations en tout cas de discrédit vécues par les personnes. Alors, je vais passer un tout petit peu, puisque je suis trop long, mais je vais prendre 4 exemples de discrédit subis par les personnes en situation de handicap et qui sortent un petit peu de l'habituel et le classique exemple de la société handicapante qui est, en tout cas c'est l'exemple que j'entends le plus souvent, ces difficultés d'accès, ces difficultés en termes de marche, de couloirs trop courts, de trop étroits, etc., qui est la vision classique de ce qui est handicapant pour les personnes en situation de mobilité réduite. Mais il y a plein d'autres trucs qui sont handicapants et qui sont plutôt des phénomènes sociaux plutôt que architecturaux et des trucs comme ça. La première chose qui est invisibilisant pour les personnes en situation de handicap et discréditant et handicapant, c'est la position centrale accordée à leur handicap. Alors, et là, je sors un petit peu de l'exemple des enquêtes d'opinion pour prendre un exemple un peu plus médiatique. Est-ce que, j'ai réfléchi à ça en préparant le colloque, il y a peu d'émissions télé qui sont interprétées en langue des signes. Il y en a, mais il y en a peu, des débats politiques, etc. Il y en a, mais il y a extrêmement rarement des personnes sourdes qui sont invitées en plateau pour un débat et qui sont elles, interprétées donc en langue des signes et en langage parlé. Il y en a extrêmement peu. Mais ça existe quand même. Le seul truc, c'est qu'il n'existe absolument pas, ou en tout cas moi j'en ai jamais vu, des émissions télé où des personnes sourdes sont invitées à débattre sur un truc qui n'a rien à voir avec le handicap et la surdité. Des personnes sourdes qui seraient invitées pour parler d'un truc pour lequel elles sont expertes ou témoins, sur l'écologie, sur la rentrée des classes ou n'importe quoi. Les personnes en situation de handicap, si on leur donne la parole, ce ne sera jamais que pour parler du handicap. Donc ça, la position centrale accordée au handicap, eh bien, c'est un premier des discrédits des personnes vécues par les personnes, parce qu'elles ont autre chose à dire que de parler de leur handicap. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, vous l'avez certainement déjà remarqué aussi, c'est cet effet de contamination qui fait qu'on a, à tort, toujours l'impression que les handicaps vont ensemble et qu'il y a une contamination de l'un pour l'autre. Vous avez déjà certainement vu quelqu'un qui s'exprime à une personne sourde en pensant qu'elle a, avec des mots trop simples ou en pensant qu'elle a un retard mental, ou bien quelqu'un qui parle très très fort à une personne aveugle, ou des trucs comme ça. Parce que voilà, il y a à tort cette association de handicap. Mais ça aussi, ça discrédite les personnes en situation de handicap. Il y a évidemment le poids du regard des autres qui fait que la liberté d'action des personnes en situation de handicap se voit réduite parce que le poids du regard peut être vraiment très fort. Et enfin, il y a même l'intégration, l'acceptation de ce discrédit et de cette stigmatisation qui fait que, dans certains cas, les personnes en situation de handicap acceptent cette situation et n'essaient pas nécessairement d'en sortir. Elles considèrent que la participation sociale n'est pas une chose faite pour eux et d'un point de vue des termes, ils n'ont pas tout à fait tort, cette participation n'a pas été faite pour eux, elle n'a pas été construite pour eux. Et le fait que la participation sociale n'ait pas été construite pour eux invite à penser en termes d'inclusion des personnes en situation de handicap, parce que le concept de l'inclusion est une arme qui va permettre de briser les handicaps, les handicaps en tout cas issus d'un modèle social du handicap. C'est le fait d'être confronté à un monde qui n'a pas été créé pour eux et qui n'a pas été créé, je dirais, avec eux, qui met les personnes en situation de handicap en situation de outsider, en situation de discrédit, en situation handicapante. Et donc, le principe de l'inclusion qui
de mettre la personne au centre de toutes les décisions qui le concernent, c'est une des pistes qui peut nous aider. Et je vais aller plus vite pour dire deux choses. On parle souvent de l'inclusion par un de ces concepts fondamentaux qui est cette co-construction de la société entre les personnes en situation de handicap et le reste de la société, qui essayent ensemble de construire des normes sociales qui permettent à chacun d'évoluer. Mais il y a un autre aspect de l'inclusion qui me paraît très très important, c'est cette petite phrase « rien pour nous sans nous ». Il faut remettre la personne en situation de handicap au centre de toutes les décisions qui le concernent pour améliorer sa visibilité notamment. Et là, on peut parler du projet individuel. Moi, je n'y connais pas grand-chose, mais je sais que c'est comme ça que fonctionnent de plus en plus des institutions. Les conseils d'usagers sont une vraie avancée en termes d'inclusion. L'invitation des personnes en situation de handicap à tous les événements et leur donner la parole, c'est vraiment très important. L'interprétation en langue des signes de tous les congrès, les colloques, les médias, etc. C'est aussi une arme d'inclusion importante. Et je terminerai par cet exemple de la langue des signes. Pour pratiquer l'inclusion des personnes sourdes, prévoir, imposer dans les institutions et les administrations la possibilité de l'usage de la langue des signes à tous les niveaux, c'est un vrai outil d'inclusion. Bernard Mottez dit grâce à la multiplication des interprètes dans tous les contextes, les sourds auront enfin accès à ce qui se passe dans le monde des entendants, qui est quand même un petit peu aussi le leur. L'usage de la langue des signes à tous les niveaux, c'est ce qui rendra la visibilité aux personnes sourdes. Mais, il y a un mais pour vraiment finir, le contre-exemple de la langue des signes, c'est que si la langue des signes elle est pratiquée par les sourds et uniquement par les sourds, elle contribue à la ghettoisation, à laisser les sourds entre eux, et elle contribue finalement à les rendre invisibles. Si la langue des signes est pratiquée par tous, ou en tout cas dans tous les contextes, là, elle permet aux sourds de sortir de cette ghettoisation et elle permet de les rendre visibles. Donc, suivant son usage et suivant son contexte, la langue des signes peut avoir deux fonctions complètement opposées. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop vite. Je vous remercie de m'avoir écouté.